pour vous donner le contexte, c'est que le sujet de l'esclavage, c'est un sujet que je connais. Voilà, je suis pas historien, je suis pas non plus esclavagiste, hein, je l'ai dit, mais c'est un sujet que je connais. J'ai lu beaucoup de livres sur ça, je me suis beaucoup documenté sur ça parce qu'à une époque, ça m'intéressait beaucoup. Et dernièrement, il y a beaucoup de créateurs de contenu politisés plutôt extrême gauche. Bon, je sais pas si c'est extrême gauche ou juste gauche parce que c'est le Conseil d'État qui décide. Je vais pas leur prêter des intentions qui ne sont pas les siennes, mais en tout cas, Histoire crépue, euh, Nota Bene et maintenant Wissam et d'autres encore ont fait des vidéos sur l'esclavage arabo-musulman. Et comme c'est un sujet que je connais, eh ben j'ai vu que la plupart du temps, ils ont soit menti, soit atténué la vérité. Voilà. Et donc, j'ai des abonnés qui m'ont proposé de regarder cette vidéo de Wissam que je connais pas. Et je me suis dit, comme d'habitude, avant, je vais regarder dans la description de sa vidéo ce qu'il y a. C'est ce que j'ai fait pour Nota Bene, c'est ce que j'ai fait pour Histoire crépue, pour voir leurs sources. Comme ça, je veux voir sur quoi ils s'appuient pour ensuite être un minimum prêt lors de la vidéoscopie. Et ben lui, Wissam, c'est simple. La vidéo, ce que vous voyez là, et ben c'est qu'il a pas de source en fait. Voilà. Lui, c'est simple, il a pas de source. Donc, ça va être très intéressant à voir. Du coup, je vais me mettre sur sa vidéo. Hop. Allez, c'est bon, c'est parti. On va parler esclavage. Et ouais. Oui, vous pensez que comme je suis un arabe, je vais parler de la traite transatlantique, hein, et je vais encore dire les blancs sont des sales esclavagistes. Non, je vais surprendre l'extrême droite. On va parler de la traite arabo-musulmane. Je vais surprendre l'extrême droite. Oh là là, j'en peux plus de ces gens. Non mais je suis désolé, hein, la vidéoscopie, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. On met le son, on bloque à des parties où il y a des choses à dire. Sa première phrase, c'est je vais. Il parle d'extrême droite. Dans la première phase, la première partie de sa vidéo, déjà, il parle d'extrême droite. C'est pas possible. Ah là là, allez. Attends, je vais essayer de remettre le bon format. Tac, c'est parti. Enfin, de ce sujet, la traite arabo-musulmane. Je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. On va pas réacter à Histoire crépue, j'ai pas encore regardé sa vidéo, mais Raz il m'a dit de regarder deux TikTok qui a été fait par une militante. Je vais voir, je connais pas du tout. J'ai vu que Histoire crépue a fait une vidéo, il y a Moda Malin qui a réacté dessus, j'ose pas aller voir le niveau catastrophique. Mais vous savez, c'est le sujet que les racistes nous disent souvent. Pourquoi vous parlez pas? Les racistes nous disent souvent. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu es raciste, tu es extrême droite. Là, il vient déjà de cocher deux choses dans le bingo. Oubliez pas, dans le bingo, il y a donc islamophobe, il y a bon, raciste c'est la base, mais c'est surtout extrême droite, c'est facho et bon Zani c'est un peu rare, mais il y a toujours islamophobe, extrême droite, facho, voilà, toujours. Pas de la traite arabo-musulmane. Alors bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas au courant, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a déjà eu des épisodes. Bon, attends, je remets. Oubliez pas que ceux qui disent pourquoi tu parles pas de la traite arabo-musulmane, c'est des racistes. Dessus, on a déjà expliqué quelles étaient les différences pour nous entre les qui sont pas que les racistes nous disent souvent pourquoi vous parlez pas de la traite arabo-musulmane. Alors bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas au courant, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a déjà eu des épisodes dessus. On a déjà expliqué quelles étaient les différences pour nous entre la traite arabo-musulmane et la traite transatlantique. Et je pense que je vais profiter de ces deux petites vidéos d'une militante, je sais plus son nom, pour discuter de ça et reparler de ça et refaire le point sur ça. J'ai toujours le droit à cet argument et ça rend fou. Non, mais ils veulent pas comprendre. Mais bon, ça devient fatigant. Mais apparemment, il y a une meuf, elle s'appelle comment? C'est elle. Picnéon, c'est ça? Picnéon, hein, c'est ça. Hein. Picnéon qui apparemment a pris un bad buzz parce qu'elle a parlé de la traite arabo-musulmane. Et apparemment, elle a dit un truc qui était problématique. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir, je ne sais pas ce que c'est. Et ça nous permettra de discuter de la traite arabo-musulmane, qui est un sujet très compliqué. Mais parce qu'en fait, il faut aussi définir les termes. Parce que moi, je rappelle que j'avais fait un talkie oui avec Mohamed Waldi pour parler de ça. Mohamed Waldi, il vient de citer. Donc, Mohamed Waldi, j'ai son livre, L'esclavage dans les mondes musulmans. Voilà, on va voir ce qu'il dit là-dessus. Donc c'est ça, là, les vérités sur l'esclavage musulman avec Mohamed Waldi, un talkie oui de pratiquement 2 heures, on a parlé de ça parce que lui, voilà, c'est un historien spécialiste de l'esclavage musulman. C'est surtout un musulman, hein. Il est plus musulman qu'historien, hein. Pour ceux qui savent pas, j'ai décortiqué ce livre parce que c'était la source de Nota Bene. Ça se trouve sur mon compte, donc Ogui et les Koufars sur YouTube. Vous allez voir la vidéo sur Nota Bene. Ça s'appelle celui qui avait pour seule source Mohamed Waldi, voilà. Si vous voulez connaître mon avis sur ce livre, vous allez voir, j'en parle directement. Voilà. Donc, il est surtout musulman, il n'est pas historien. Enfin, il est historien, mais bon, à 16 heures perdues, quoi. Et il a sorti ce livre, voilà, L'esclavage dans les mondes musulmans, que j'ai lu, qui est un très très bon livre, des premières traites au traumatisme. Ah, c'est important, il dit qu'il a lu. Voilà. Voici le livre, vous voyez la page de couverture, c'est ça. De Mohamed Waldi aux éditions Amsterdam. Et vous voyez un truc qui est très important dans le titre. Aux éditions Amsterdam, hein.
C'est pas Amsterdam, hein. Les éditions Amsterdam, c'est des éditions françaises, mais qui ont une bonne connotation, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est pas Gallimard, hein. C'est pas... Bref. Ce n'est pas la traite arabo-musulmane, c'est l'esclavage dans les mondes musulmans. Parce que l'une des grandes idées quand on travaille sur le sujet, c'est qu'il n'existe pas une traite arabo-musulmane. On peut parler d'une traite transatlantique, ça a été assez court dans le temps, il y a vraiment des logiques communes, il y a vraiment l'Europe, ce triangle du commerce avec vraiment des dynamiques qui se ressemblent énormément, mais il n'y a pas une traite arabo-musulmane. Dans le sens où c'est tellement long dans l'histoire et c'est tellement un espace géographique différent qu'il faudrait parler plutôt des esclavages dans les mondes musulmans. Voilà, différents types d'esclavage selon les régions géographiques et selon l'histoire aussi. Parce que c'est les premiers à dire que ça a duré 13 siècles, tu vois. C'est les premiers à dire ça a duré 13 siècles. Oui, justement, ça a duré 13 siècles. Donc ce n'est pas la traite arabo-musulmane. Il y a eu différentes traites sur différents territoires avec différentes logiques. C'est pas parce que ça a duré 13 siècles que c'est pas la traite arabo-musulmane. Enfin, je comprends même pas l'argument. Ok, bon, écoute, ok. Vous savez, oubliez pas, hein, tous ceux qui s'apprêtent à défendre l'esclavage, ça aussi je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ils vont toujours commencer par, c'est pas l'islam qui a créé l'esclavage, l'islam l'a trouvé, l'islam a donné des droits, vous savez les fameux 4 droits là. L'islam a fait quoi encore avec l'esclavage? Bilal, toujours Bilal, on citait Bilal. Et enfin, les Mamelouks, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Avant de commencer, ça, il faut, en fait, parce que c'est un sujet très sensible, la question de l'esclavage. Donc il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. En fait, comprenez que ce qu'on va dire ici, il n'est pas question ici de dire quelle a été la pire des traites en termes de traitement humain. Vous voyez tous ceux qui disent ça aussi, toi je préchote, hein, tous ceux qui disent ça, qu'il n'est pas question de dire laquelle est la pire, tu peux être sûr qu'ils vont rabaisser la traite arabo-musulmane pour élever la traite transatlantique en disant que la traite transatlantique était la pire. Toujours comme ça. Je peux me tromper. Après, ça pourrait être un débat, mais le débat, la question c'est quels sont les critères qu'on met en avant pour savoir quelle a été la traite la plus inhumaine, tu vois. Parce qu'en fait, surtout avec nos valeurs contemporaines et modernes, dans tous les cas, l'esclavage repose sur une chose qui est moralement répréhensible pour nous, les habitants de la Terre en 2026. Et je dis bien les habitants de la Terre en 2026 parce qu'il y avait différentes logiques il y a 10 siècles. Ça paraissait un peu plus logique, normal, même s'il y avait des contestations, hein, mais ça paraissait plus dans la nature des choses de posséder des gens, tu vois, d'avoir des gens qui étaient dans notre propriété. Aujourd'hui, en 2026, la quasi-totalité de l'ensemble de la planète, en tout cas dans le monde moderne, considère, et à juste titre, qu'il est immoral de posséder un être humain, peu importe le traitement. Non. En fait, même ça, je suis pas d'accord avec lui. Même au 1er siècle, les gens savaient que l'esclavage était mauvais. Les gens ont toujours su que l'esclavage était mauvais. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été obligés de créer des codes noirs. Ils ont été obligés de passer par des religions pour dire que c'est Dieu qui le dit, pour pouvoir l'imposer. Ils le savaient. Et oubliez pas que dans toutes les sociétés esclavagistes, il y avait toujours des amendes qui constituaient à la libération d'esclaves. Même dans le code noir. Dans toutes les sociétés esclavagistes, par exemple, l'islam, très souvent, ils aiment dire, l'islam encourage la libération des esclaves. C'est pas vrai. L'islam dit, par exemple, si tu fais tel péché, eh ben, tu dois libérer un esclave. Ou nourrir un pauvre, ou ceci ou cela. C'est une amende, le fait de libérer un esclave. Donc, ça veut dire que les gens étaient conscients que l'esclavage n'était pas bon. Donc, son argument et le narratif qui consiste à dire que avant c'était normal pour les gens, non. C'était pas normal pour les gens. C'est juste qu'économiquement, bon, bah, ils ont fait le choix entre la morale et les économies. Mais c'est faux de dire ça. Que tu vas faire de l'être humain, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais c'est un esclavage humain et tout. Oui non mais ok ouais, genre il y a effectivement il y a des esclavagistes, ils ont moins frappé leurs esclaves que d'autres esclavagistes. Ok super, mais en fait la base que nous on conteste, c'est l'idée de posséder un être humain et d'en jouir comme une possession matérielle, tu vois. Donc ici il n'est pas question de dire que il y en a une elle était plus sympa que l'autre, c'était plus gentil et tout, mais d'étudier les différentes logiques qu'il y avait dans ces traites, voilà. Les différentes logiques qu'il y avait dans ces systèmes esclavagistes. Et c'est notamment le travail des historiens, parce qu'on parle de l'esclavage. Vous voyez, il y a un peu ce problème de parler de l'esclavage comme si c'était un phénomène qui, à travers l'histoire de l'humanité, avait les mêmes logiques. Alors, il y a une logique qui est inhérente à tous ces esclavages, c'est l'idée de posséder des êtres humains. Mais après, ces esclavages s'inscrivaient dans des sociétés, au mode de production et au mode de commerce, aux organisations tellement différentes, qu'elles avaient des logiques différentes, avec toujours les bases répréhensibles. Je suis obligé de faire 150 parenthèses, les gens, je suis obligé de bien prévenir. Avec toujours la même base répréhensible, mais vu que c'était des modes économiques, des modes de production économiques différents, il y avait des logiques différentes. Ce qui ne veut pas dire que c'était moins bien, mais juste, il y avait des logiques différentes. Et notamment, Mahmed Waldi, l'une de ses techs, et notamment les gens qui travaillent sur les esclavages dans les mondes musulmans et la traite transatlantique, l'une des principales différences qu'ils mettent en avant, c'est que la traite transatlantique s'inscrit dans l'émergence du capitalisme moderne. D'où son côté... Capitalisme aussi, ça c'est aussi un mot très avancé par certains gauchos en ce moment. Voilà, c'est le mot capitaliste. Je sais pas le fantasme qu'ils ont sur le communisme. Honnêtement, hein, là c'est un jugement de valeur. Hein, ce que je veux dire. Passé 18 ans, si tu es encore communiste ou si tu penses que le communisme est un fantasme réalisable ou sérieux, tu as raté quelque chose. Voilà, ça n'engage que moi, hein, ce que je viens de dire.
extrêmement productif, veut dire parce que ouais, les droitards qui font des CSC, tu vois, qui disent les traites arabo-musulmanes, c'est 17 millions de morts, donc c'est plus que la traite transatlantique. Bon, Donc, ceux qui disent ça, c'est factuel, hein. Le fait que la traite arabo-musulmane soit estimée à peu près à 17 millions de morts, c'est factuel. Sa phrase, c'est les droitards qui le disent. Ça veut dire que celui qui dit le fait est un droitard. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aliénation de ces gens-là? Celui qui dit factuellement qu'il y a eu 17 millions de morts est un droitard. Non, celui qui dit ça, c'est celui qui dit la réalité, la vérité. Parce que les historiens qui ont développé ça à l'époque l'ont dit, et ils ont même dit, et ça c'est dans le livre qu'il dit qu'il a lu, qu'il y a une marge d'erreur de plus ou moins 25%. Donc on peut aller jusqu'à 21 millions de gens. Et oubliez pas aussi que dans le livre de Tidiane Diaye, c'est rappelé que pour certaines régions d'Afrique noire, pour pouvoir capturer un esclave, ils en éliminaient 2 ou 3, parce que les gens se battaient. Donc vous pouvez même à la limite faire x2 de ce chiffre. On passe à 40 millions même, si on fait 20 millions à la fourchette basse, x2. Bref. Déjà, les chiffres, 17 millions de morts, c'est des chiffres qui sont à discuter, mais partons du principe, moi ça me dérange pas, hein. Partons du principe que c'est réellement 17 millions. Le problème, c'est qu'ils vont dire les traites transatlantiques, c'est beaucoup moins. Oui, mais bon, les traites arabo-musulmanes, c'est 13 siècles. C'est-à-dire, si on fait proportionnellement autant que ça a duré, la traite transatlantique a fait beaucoup plus de morts, même en prenant le chiffre haut des traites arabo. Déjà, c'est faux. Déjà, ce que je viens de démontrer, c'est faux. Parce qu'il s'est basé sur 17 millions. Le livre dit plus ou moins 25%. Voilà. Même si on se base sur 17 millions et qu'on fait 17 fois 3, parce que je vous disais, ils éliminaient 2, voire 3, voire plus de gens pour pouvoir en capturer un. Ça, on peut faire x3, on peut arriver même à aller à 50 millions de personnes, à peu près, à une vache près. Hein. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en disant ça, il veut faire tout, et c'est ce que je vous disais dès le début, ces gens-là, qui vont s'apprêter à défendre, ou qui vont dire on ne doit pas comparer les deux, vont toujours défendre l'esclavage arabo-musulman, et c'est ce qu'il est en train de faire en disant que même si l'autre, ça fait 17 millions, et que la traite atlantique, c'est 12 millions, il n'a toujours pas dit, mais c'est 12 millions, en fait, il va trouver le moyen de faire passer la traite arabo-musulmane en dessous. Parce qu'elle a duré 13 siècles déjà, alors que la traite atlantique a duré 4 siècles. Il y a eu 17 millions et l'autre, il y a eu 12 millions. Dans les deux cas, la traite arabo-musulmane est plus dévastatrice. Comment renverser ça pour que ça devienne positif? C'est au lieu de prendre chaque élément dans ses valeurs, on va faire un ratio pour dire que l'autre, elle a été plus intensive. Mais c'est normal qu'elle ait été plus intensive. Elle a été faite par des Occidentaux allez, 10 siècles après, donc avec des moyens qui étaient plus industriels. Forcément, ça va être plus industriel que ceux qui étaient rudimentaires. C'est évident. Mais enfin, bref. Arabo-musulmane. Donc ça, c'est un CSC de partir sur le nombre de victimes et tout. Mais pour dire que, en fait, l'une des spécificités de la traite transatlantique, c'est qu'elle s'inscrit dans l'émergence du système capitaliste. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on en parle davantage que les traites arabo-musulmanes. Non pas parce qu'on pense que les Européens sont en tant que tels les plus méchants des méchants, mais parce que le capitalisme moderne, le capitalisme aujourd'hui, est né en partie de la traite transatlantique. Le capitalisme moderne est né de la traite atlantique. Eh ben... traite transatlantique et la colonisation allez lire Marx, hein. Marx c'est dans l'accumulation primitive du capital. Évidemment, Marx, pour ces gens-là, c'est la Bible. Évidemment, le communisme, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est mieux pour tout le monde. En fait, ce qu'il dit, c'est factuellement faux. Mais j'ai pas envie de m'attarder à répondre à tout ça parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Après, je suis obligé quand même, hein, quand tu fais du react sur une vidéo, tu es obligé de faire, je crois, 2 fois plus que le temps de la vidéo. Donc c'est pour ça aussi. Et puis pour éviter d'être strike, je suis obligé de couper. Mais ce qu'il vient de dire là, que le capitalisme a été créé grâce à la traite atlantique, c'est faux. Déjà, c'est faux. Parce que c'est tout simplement pas vrai. La preuve, ça ne se trouve pas dans le livre de Mohamed Waldi qu'il a dit. Je l'ai lu. Si ça se trouve dedans, qui me donne la page dans laquelle c'est écrit ça. C'est faux. Mais même si c'était vrai, parce que j'aime bien faire le raisonnement par l'absurde, ça prouverait quand même que ces gens-là ont développé, parce on était à une époque un peu plus évoluée que les systèmes rudimentaires de la traite arabo-musulmane ou des traites arabo-musulmanes. Et donc, forcément, ils ont fait ça avec leur époque, avec les moyens de l'époque qui étaient plus industrialisés. Donc, c'est pas eux qui ont créé le capitalisme, c'est le capitalisme qui a permis de l'industrialiser. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, les Portugais, quand ils sont allés à Sao Tomé ou vers l'Angola pour aller faire leur plantation et qu'ils ont esclavagisé ces gens-là, eh ben, c'est pas eux qui ont créé le capitalisme. Ils sont venus avec des outils du capitalisme, donc de l'exploitation pure et dure, et c'est ça qui a permis
de faire cet esclavage à cette grande échelle. La preuve, ils ont vu que ça marchait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exporté ça sur d'autres continents lors de la découverte de l'Amérique. Ils sont allés au Brésil. Et là, ils l'ont fait à grande échelle. À tel point que le Brésil, je crois, en 2-3 ans, était devenu plus rentable que Sao Tomé et l'Angola réunis. Donc, ce qu'il dit, son argument, il est factuellement faux. Sinon, bah, je veux bien qu'il me montre où est-ce que c'est dit dans ces livres-là. Enfin, là, il a cité qu'un seul livre pour l'instant. Et je vous ai dit, ce livre-là, si on veut résumer, c'est un torchon. Ce mec-là, c'est un musulman, c'est pas un historien. Mohamed Waldi, voilà. Je dis ça, si ça vous intéresse, c'est pas juste que je dis ça pour dénigrer. Hein. Je l'ai décortiqué. Toutes les pages sont citées, enfin toutes les pages que je décortique sont citées dans ma vidéo qui se trouve sur mon compte. Vous allez dans la playlist Avis Live et vous allez voir, il y a 2 vidéos sur Nota Bene. La deuxième vidéo est consacrée à ce livre. Voilà. Capital, Marx le dit lui-même, sont les conditions qui ont permis l'émergence du mode de production capitalisme moderne. Et donc l'idée, c'est pas dire ah c'est les plus méchants, c'est pour ça qu'on en parle. C'est juste que vous pouvez pas comprendre le monde actuel et les inégalités qui existent entre les États du Sud et les États du Nord, et notamment tout aussi la question de la réparation, la question de l'abolition de l'esclavage, sans avoir ça en tête, tu vois. Mais jamais, il est très fort possible qu'il y ait eu des esclavagistes musulmans qui étaient plus méchants que des esclavagistes européens. Oui, personne ne le dit en fait. On n'est pas sur des questions morales. Hein. Il y a eu le génocide, oui, il y a eu aussi tu fais bien de le préciser aussi, le génocide des peuples natifs sur le sol américain. Oui, voilà. Donc on dit pas que c'est le seul facteur, mais on dit que c'est un des facteurs. La traite par les méchants blancs, si on veut être aussi caricatureux que. Mais en fait, ils aimeraient qu'on soit aussi caricaturaux. Sauf que c'est pas ça en fait. On n'est pas sur des considérations tant morales. En fait, on n'est pas en mode. Après, moralement, c'est pas bien de faire de l'esclavage. On est aujourd'hui. Merci de dire ça. C'est pas bien de faire de l'esclavage. J'ai vu des questions disant est-ce que c'est en live et tout. Moi, je suis en live, mais lui, il n'est pas en live, donc. Je sais pas si c'était fait exprès. Et oui, j'ai remarqué qu'il fait des coupes. Je sais pas pourquoi. Bon, après, il assume ce qu'il veut. J'ai pas compris ce qu'il essaie de dire là. Les gens sont caricaturaux et pas eux. Je sais pas c'est qui eux, c'est qui les autres. Enfin, il y a toujours plusieurs clans. Je sais pas où il va en venir, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous puissiez comprendre le fond. Parce que moi, je pensais que c'était une vidéo comme Nota Bene ou Histoire Crépue, mais apparemment, c'est quelqu'un qui fait du React en live. Donc, bon bah, ça va donner ce que ça va donner parce que jusque-là, il n'a encore rien cité concrètement dans le livre. Hein, je tiens à le préciser, qui est sa source. Mohamed Waldi. Bon. Un consensus établi, même dans les mondes arabo-musulmans, t'en as qui disent que l'esclavage c'est pas bien. Super. Mais nous on parle pour comprendre le monde actuel, t'es obligé de parler de cette traite transatlantique. Et aussi, ce que dit Mohamed Waldi, mais je pense qu'on va le dire dans la discussion, il dit mais attendez c'est bizarre parce que on compare la traite transatlantique aux traites qui ont existé dans les mondes arabo-musulmans. Oh non, il va pas dire judéo-chrétienne. Mais c'est injuste comme comparaison parce que quand on parle de la traite transatlantique, on ne parle pas de la traite européano-chrétienne parce que la traite transatlantique ça ne parle que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Mais on pourrait élargir et parler de la traite, comme on parle de la traite arabo-musulmane, on pourrait parler de la traite européo-chrétienne. Et donc là-dedans, il faudrait mettre... Non, Mohamed Waldi dit judéo-chrétienne, tu t'es trompé, va lire. C'est au début en plus, c'est son premier... Je crois que c'est même dans l'introduction. Hein. Aussi dans le compte, les traites, les esclavages, la manière dont les Européens se sont aussi inscrits et ont alimenté les esclavages dans l'Asie, tu vois, dont on ne parle jamais. Tu vois, donc voilà, ça fait partie des sujets dont parle Mohamed Waldi et qui a jamais pour objectif de minorer, et c'est très très important, de minorer la violence qu'a été l'esclavage dans les mondes arabo-musulmans. C'est exactement l'objectif, c'est exactement ça, de minorer. C'est pour ça d'ailleurs que chaque fois ils sont obligés de préciser. C'est exactement ça, c'est pour minorer. Pour vous dire le livre même qu'il n'arrête pas de citer de Mohamed Waldi, son livre s'appelle L'esclavage dans les mondes musulmans. Je vais vous donner le menu, hein, le sommaire de ce livre. L'introduction. Le premier chapitre s'appelle L'ombre de la traite atlantique. Il parle de la traite arabo-musulmane. Son premier chapitre, c'est la traite atlantique. Ensuite, l'idée de traite orientale, entre guillemets. Traite orientale, il met ça entre guillemets. Traite atlantique, il écrit normalement. Et traite orientale, il met ça entre guillemets. Voici la source dont il parle. Hein. Voilà, donc très bon livre à lire. Allez voir l'entretien, Les vérités sur l'esclavage musulman. Et on va voir un peu la vidéo de Pygnéon et on va voir ce qu'on a rajouté, ce qu'on a à dire. Est-ce qu'elle mérite la sauce, si elle mérite pas la sauce, voilà, arabo-musulman. Oui, et les esclaves faits par les corsaires en Méditerranée. Oui, mais en fait, c'est pour ça que tu as différentes logiques et c'est pour ça, veut dire, la question. En fait, le problème, c'est si tu dis qu'il y a différentes logiques, et la preuve de ces différentes logiques, c'est la manière dont, par exemple, les esclaves dans les mondes arabo-musulmans ont pu être intégrés dans des postes de pouvoir. Ou, tu vois, oh non, pas les Mamelouks. S'il te plaît, pas les Mamelouks. J'entends des esclaves intégrés, là. La question des Mamelouks et tout, les gens vont faire quoi, vont penser qu'on dit que c'était mieux moralement. Et non, je ne suis pas d'accord parce que le présupposé de base qu'un humain appartient à un autre être humain est
moralement condamnable de base. Donc dans tous les cas, je suis en mode c'est pas ok, tu vois. Même si l'esclave peut avoir des postes de pouvoir, peut devenir dirigeant de tel secteur, voilà, la question des mablouks et tout, de base, il ne devrait pas avoir d'esclaves, tu vois. Donc c'est pas du tout, c'est ça le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est se dire vu qu'il y a différentes logiques et donc que là les esclaves pouvaient avoir relativement un peu plus de liberté, ça voulait dire que c'était moralement meilleur, non, parce que là. Merci d'avouer que je suis un prophète. Merci, c'est gentil. La base, c'est qu'il ne devrait pas avoir d'esclaves. D'ailleurs, sur ce sujet, j'ai parlé de Marmed Waldi, mais il y a aussi elle que j'ai fait, Taklia. Voilà, il y a aussi cette super interview, femme, homosexualité, despotisme, une historienne détruit les clichés sur l'Orient. Elle a écrit, c'est une grande spécialiste du monde médiéval musulman et surtout du Maroc. Voilà, si vous voulez des sources sérieuses, si vous voulez des gens. Oui, mais dis son nom. Qui ont travaillé sur le sujet depuis des années, qui sont pas dans le sensationnel, qui sont pas dans le spectacle, mais qui sont en fait dans un vrai travail scientifique, qui ont vraiment étudié les sources et tout. Scientifique. Si vous voyez Bigard. Non mais Mohamed Waldi, ce qu'il a fait, encore une fois, je répète, c'est un musulman. C'est pas du. Bref, allez voir la vidéo. J'ai pas envie d'être méchant, surtout. Mais dis le nom de la dame là, s'il te plaît. Allez lire les travaux de Mohamed Waldi, allez lire les travaux de Daklia, allez regarder les interviews. Daklia. J'ai jamais entendu ce nom, donc je sais pas qui c'est. Ça veut dire que peut-être que c'est une experte dans un sujet sur, je sais pas, l'homosexualité dont il parlait ou le côté un peu LGBTQIA+, S machin, queer peut-être, on va dire ça comme ça. Mais une spécialiste sur l'esclavage de l'esclavage de manière générale, j'ai jamais entendu son nom. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si quelqu'un te dit, c'est comme si un journaliste sportif te parle de foot et il te dit, tu connais Jean-Michel Pitou? C'est un spécialiste de machin. Et toi, t'es là, oui, mais Cristiano Ronaldo, Messi. Non, Jean-Michel Pitou. Franchement, il était très bon, hein. Interview que j'ai fait d'elle et vous verrez ce que c'est un vrai travail sur le sujet. Voilà. Okay. Et au-delà de tout le sensationnalisme. Donc aussi j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs il faut savoir qu'il y a des gauchistes qui me sont tombés dessus parce qu'ils ont cru que cette vidéo c'était pour détruire le féminisme. Il y a vraiment, vous vous rappelez de ça? D'accord, donc c'est une meuf qui bosse sur le féminisme. C'est pas spécialement sur l'esclavage, si je me trompe pas. Parce que je connais pas. Ça doit être Jocelyne Daklia. Vu que j'ai pas de compte TikTok, franchement. Il y a une gauchiste, islamophobe de ouf, qui a partagé ça en disant Wissam toujours dans sa stratégie anti-féministe. Waouh. Non mais n'hésitez pas à noter, hein. On a noté extrême droite, on vient de noter islamophobe, et n'hésitez pas à noter le troisième, c'est facho, ça va venir sûrement. Bon, à chaque fois que je préchote un truc comme les mamelouks ou autre, je vous dirai direct. Mais là dans le bingo, il manque facho. Tu n'as pas vu la vidéo en fait. Tu n'as absolument pas vu la vidéo. Il y a quoi comme sujet? On parle de quel sujet? Juste pour vous donner un peu... Alors, on parle des musulmans sont présents depuis longtemps en Europe. Le concept de patriarcat dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un harem? Est-ce que ça aussi, la vision d'un monde musulman qui serait statique? Dans tout le Moyen-Âge, le monde musulman n'aurait pas bougé et tout, il n'y aurait pas d'évolution. Ça aussi, non. Elle te montre que c'est dynamique. Elle te montre que les choses ont changé, que ça a évolué, que comme partout ailleurs. Tu vois. On a trop l'impression d'un despotisme oriental qui serait rigide et qui n'aurait pas évolué au long des années, qui aurait attendu l'arrivée des Occidentaux pour connaître un peu de changement, quoi. Voilà, la question de la polygamie, la question des femmes, l'orientalisme, la question de la négrophobie aussi. Mais c'est vrai, c'est factuel. Le monde musulman n'a pas beaucoup bougé. Ils ont été obligés de bouger. D'ailleurs, le monde musulman les plus avancés sont ceux qui rejettent l'islam. Je répète ma phrase, hein. Les mondes musulmans, pour pas dire les pays musulmans, donc les pays qui se disent musulmans, qui sont les plus avancés aujourd'hui en 2026, c'est ceux qui ne font pas ce que disent l'islam. Parce que l'islam, justement, a figé les mondes musulmans. C'est pour ça que tu es obligé de dire ce que tu dis là, Wissem. Et ça, c'est la réalité. Parce que justement, l'islam est venu à une époque où les gens étaient, étaient très avancés. Il y avait des grands penseurs musulmans, ils étaient, en tout cas, niveau technologie induction, ils étaient bien. Sauf que, quand on dit que c'est Dieu qui a dit ça et qu'on fige, par exemple, même l'imprimerie, ils étaient contre tout ce qui était évolution, parce que Dieu a dit c'est ceci, et on fige, bah, tu n'évolues plus. Ce qui fait que même si tu étais au top au Moyen-Âge, bah nous, aujourd'hui, on est dans les temps modernes en 2026, toi, tu es encore bloqué au Moyen-Âge. C'est ce qui fait que les pays musulmans les plus avancés n'appliquent pas ce que dit l'islam. C'est pour ça qu'ils avancent. Si tu veux appliquer ce que dit l'islam, tu deviens ce qui a donné l'État islamique, et ben tu commences à éliminer les gens en pleine rue. Tu commences à fouetter les fornicateurs, tu commences à couper les mains. Pour vous dire, en 2017, à peu près, je crois même depuis 2015, hein, pendant que les Américains sortaient ce qu'on appelle des ISIM, à peu près, hein, travaillait dessus sur ce genre de projet, et bien l'Iran sortait sa machine à découper la main des voleurs. Est-ce que vous vous rendez compte du retard que l'islam crée dans les sociétés? L'Afghanistan, aujourd'hui en 2026, vous allez voir la vidéo de Jordanie si ça vous intéresse, ils ont rétabli l'esclavage. Parce que tu es obligé de quitter l'islam pour avancer. Si tu veux utiliser l'islam, tu n'avances pas. C'est pour ça qu'il est obligé de dire ce qu'il dit là.
qui n'ont pas attendu les Européens pour le droit des femmes. Si, justement. Parce que si on applique l'islam, la femme est inférieure à l'homme. Sourate 4, verset 34. La femme est inférieure à l'homme, clairement. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Polygamie, Sourate 4, verset 3. L'homme a droit à 1, 2, 3 ou 4 femmes. Pas que les orphelins, évidemment. Esclavage dans le monde arabe médiéval. Donc, si vous voulez vraiment des avis de scientifiques, hein, là, je ne parle pas de scientifiques, allez voir ces vidéos. Allez voir la vidéo de Pic Néon. Allez, pourquoi elle s'est pris une sauce? Où les hypocrites sur ce réseau social et qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un vouloir dénoncer. Oh non, je déteste les meufs qui parlent comme ça. Franchement, non, là, c'est pas spécialement elle. Hein. Mais vous savez, ce genre de meuf, je sais pas, c'est compliqué à écouter. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être le vide. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais tout ce qui est aujourd'hui sur TikTok qu'on appelle le brain rot, la culture du vide, généralement, enfin, j'essaie de pas trop traîner sur TikTok pour ça. Et dès que je vois ce genre de meufs qui vont venir, franchement, je la connais pas. Hein. Ce que je vais dire, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais qui vont s'exprimer comme ça, là, je sais que ça va être le vide. Je peux me tromper encore une fois, mais je sais que ça va être le vide et ça me saoule de... Voilà. Je vous dis tout de suite, les abonnés qui m'ont demandé de faire la vidéoscopie de Wissem, je vais pas le faire la vidéoscopie de cette meuf-là. Hein. Je vous dis tout de suite. Voilà. C'est l'esclavagisme. En fait, c'est ça la première vidéo. Pourquoi elle s'énerve direct? C'est trop bizarre d'avoir une vidéo où elle est direct vénère. J'ai l'impression d'avoir raté Même lui, il a remarqué un épisode. C'est ça la première vidéo ou c'est elle la première vidéo? C'est dans quel ordre que je dois regarder? C'est elle? Ok, c'est Sadea. Ok. Moi, je la connais pas. Les gens, ni je l'aime, ni je l'aime pas. Je la découvre. Hein. Je la découvre avec vous. Donc, il y a le bon soupçon de base. Je ne la connais pas. Bon Comme vous aimez trop jouer les hypocrites sur ce réseau social et qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un vous. Elle est tout le temps un peu vénère. Bon, c'est pas moi qui vais lui reprocher ça. Elle est quand même culottée. Que moi, je suis en mode, oula, calme-toi, oula, là, camomille. Bon, voilà. Pour moi, elle est gentille, mais c'est un peu du féminisme slop. Ok, je connais pas. Là... N'hésitez pas à liker. Hein. Je vous prends ma deuxième restriction encore parce que je fais de la vidéoscopie. Donc, je partage une vidéo qui n'est pas directement sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à liker et partager pour sécuriser le live. Et c'est parti. Ça a été déclenché par Adominem aussi. La personne concernée est une féministe tiktokeuse, misandre, performative, terme la qualifiant de façon générale par une partie de la critiquant. Ok. Bon, je connais pas. Bref, allez. Vouloir dénoncer l'esclavagisme et la colonisation faite et perpétrée par les Européens qui ont littéralement détruit les 3/4 de la planète à cause de qui? Des populations de civils entières ont disparu, des ethnies entières ont disparu. Vous aimez trop sortir le ouais, mais et les Arabes? Ah, ok, ouais, moi je suis plutôt d'accord en fait. En fait, le problème c'est que quand on parle de. Comment ça, t'es plutôt d'accord? Elle vient de dire que les Européens ont fait disparaître des ethnies et les gens disent et les Arabes, et là t'es d'accord. Ils ont fait la même chose. Ils ont rasé. Enfin bref. À quel point la colonisation et. La colonisation et l'esclavage européen a été une catastrophe planétaire. Les gens nous parlent de des traites arabo-musulmanes. Mais en fait, si vous voulez, partons du principe que si vous voulez, allez, en termes de qualité, c'est la même. Allez, partons de ce principe-là en termes de qualité, c'est la même. Je ne veux même pas débattre sur ça, tu vois. Oui, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'esclavage, c'est pas bien, tu vois. Mais en termes de quantité, c'est une folie. Je veux dire, le temps que ça a duré, la colonisation et l'esclavage et la traite transatlantique, et le nombre de personnes que ça a concerné, le nombre de personnes que ça a décimé, que ça a tué. Parce que je rappelle qu'on compte pas les natifs américains. Hein. Les natifs américains, on pourrait presque les compter dans la traite. Qu'est-ce que je vous disais au début? Ce genre de personnes, ils vont tout faire pour minorer la traite arabo-musulmane et parler de la traite atlantique. Je rappelle son sujet, c'était la traite dans les mondes musulmans. Ça parle du livre de Mabel Waldi. Son sujet, c'est l'esclavage musulman. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est que, oui, la fille, elle a raison que, la traite transatlantique a décimé des régions et la traite arabo-musulmane ne l'a pas faite. Elle a fait pire, la traite arabo-musulmane, pire. Aujourd'hui, ce qui se passe au Darfour, c'est le résultat de ça. Au Darfour, aujourd'hui, les gens qui sont éliminés là par les Janjaweed, je ferai une vidéo là-dessus si ça intéresse les gens. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est le résultat du fait que ces gens-là aient été déclassés dans la hiérarchie des races et qu'ils aient été esclavagisés jusqu'aujourd'hui. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là qui commence par G, où il y a No et qui finit par Sid. Ce mot-là, il est clairement le résultat de la traite arabo-musulmane au Soudan, par exemple. Voilà, pour pas vous dire la Nubie. Mais il y a plusieurs choses comme ça, plusieurs choses. Mais enfin bref. Transatlantiques, ils sont aussi, c'est dans le même processus de colonisation de l'Amérique. On vire les populations qui sont là, on ramène des esclaves. Tu vois, je veux dire, ça a été énorme en termes de quantité, énorme. Et ma take, c'est que dans le monde arabo-musulman, ça aurait pu très bien être, in fine, les mondes arabo-musulmans, je sais pas, le Maghreb, le Mashrek et tout, qui connaissent un développement petit à petit d'un système esclavagiste qui évolue petit à petit dans un mode de production capitaliste avec une bourgeoisie émergente et tout, tu vois, et qui en fait, partirait d'elle, la traite transatlantique, déciderait de coloniser l'Afrique, l'Amérique et tout. Et en fait, il y a une timeline. C'est très possible. Hein. Il y a une timeline où ce phénomène capitaliste aurait pu apparaître dans les mondes arabo-musulmans. En fait, le propos principal n'est pas de dire on est anti-essentialiste. Donc, on n'est jamais là à dire que les Européens ou les Blancs sont par essence
par essence mauvais et donc par essence des violents qui étaient prédéterminés à créer ce capitalisme mortifère qui détruit la planète. Juste, ce qu'on dit, c'est juste que là, la timeline dans laquelle on évolue fait que les conditions matérielles et les événements historiques tels qui se sont déroulés, la succession des événements historiques tels qui se sont déroulés, font que c'est à partir des Européens et de leur colonisation et du capitalisme et de l'esclavage, de la traite transatlantique, qu'est apparu le mode de production capitaliste dans lequel on vit, qui a provoqué des centaines de millions de morts et qui pousse l'humanité au bord de la catastrophe si on n'y est pas déjà. Voilà. Ah ouais. Est-ce que vous avez repéré le sophisme qu'il vient d'utiliser là? Est-ce que vous l'avez repéré? De dire que aujourd'hui, le capitalisme qu'on a découle de la traite transatlantique, qui découle elle-même de l'exploitation abusive et qui découle vers la catastrophe. Et qui... Est-ce que vous avez repéré le sophisme utilisé là? Dites-moi. Normalement, ceux qui me suivent sont normalement équipés pour repérer ce genre de sophisme à la con. Hein. C'est donc de dire tout ça, hein, non, les témoins, hein. La pente glissante, voilà, exactement, c'est le sophisme de la pente glissante, exactement. Ah, c'est tout. Mais ça aurait pu, je veux dire, on peut très bien imaginer une timeline où c'est dans une autre région du monde que ça apparaît. Ce n'est pas impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair sur ça? Nous, on est anti-essentialiste. On est vraiment sur les faits matériels. On est sur C'est qui le nous et c'est qui les vous? Jusque là, je ne comprends toujours pas. Hein. Ou c'est toujours dans l'imaginaire collectif de eux contre nous, mais personne ne sait qui c'est, mais bon. En fait, et on n'est pas en train de vouloir que les Blancs se culpabilisent comme quoi ils auraient des gènes, tu sais, en tant que Blancs, ou des gènes d'Européens, où ça ferait des ordures par nature. Non, voilà, c'est l'histoire a fait que c'était comme ça. Voilà. Et c'est multifactoriel. Hein. Il faut voir aussi l'évolution en fait qu'il y a eu en Europe, les guerres inter-européennes, parce que tu peux pas aussi comprendre pourquoi les Européens ont voulu coloniser d'autres terres sans voir aussi l'histoire européenne en elle-même, les multiples guerres qu'il y a eu dans l'Europe, la question des ressources qui ont manqué, notamment la question du bois, tu vois tout ça, et qu'ils ont dû voir ailleurs pour avoir ces ressources, et aussi le fait qu'ils ont fait beaucoup de guerres et donc on investit beaucoup plus dans les technologies guerrières, dans le développement scientifique d'armes pour avoir une supériorité militaire, ce qui leur a permis aussi quand ils sont allés coloniser d'être supérieurs aux pays qu'ils ont colonisés. Voilà, c'est multifactoriel. D'ailleurs, il y a le livre de Piketty qui est vraiment pas mal sur ça. Attendez, je vais voir parce que vous savez que j'avais fait une interview de Piketty, vous étiez au courant? Et c'est une super interview, je suis vraiment fier d'elle. Hein. Regardez, c'est là. Regardez comment j'étais jeune il y a 6 ans. Avec Félix, vous reconnaissez Félix? Vous reconnaissez Félix? Là c'est Félix. Et donc là c'est Piketty. Ah oui, j'ai un passé. Ou alors en live, comme vous le faites sûrement sur votre écran. Moi j'étais très stressé à l'époque parce que c'était les premières fois où je présentais des émissions et tout. Oui, j'avais des cheveux. J'avais des cheveux, j'avais des lunettes, Piketty. Là, il y a Romain, là, à droite, ça c'est Mehdi Mefta, un membre du PIR, à qui, sachez que ça fait partie. Voilà. Je veux rendre un petit hommage, on en a parlé avec Louisa, vous avez l'image ici. Moi, je veux rendre hommage à des militants comme lui, là, voilà, Mehdi Mefta, que vous voyez pas beaucoup. Et ça fait 20 ans, même parfois 25 ans, qui sont sur le terrain, qui militent dans l'ombre, qui forment des gens. Il m'a énormément formé, il m'a énormément aidé, qui a découvert Norman Ajari, philosophe et tout. Ils font un travail de l'ombre énorme sans jamais. Donc c'était la première moitié, c'est juste moi qui interview Piketty. Vous voyez, là il y a Omar Piketty et après et Patrick Simon. Je sais pas si vous connaissez Patrick Simon, c'est quand on voit Patrick Simon là parce que il parle pas beaucoup, cool hein. Vraiment, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Il est pas compté. En fait, oui, voilà, parce que voilà, pour revenir à ça, c'est le truc des droitards, quand on leur parle de la traite transatlantique, ils disent oui, mais les Arabes, ok, il n'y a pas de souci, non, mais. Et en plus, je pense aussi que c'est une discussion à avoir entre Rebeu, Renoir sur ce sujet-là, et en plus, moi, vous me connaissez, j'ai aucun tabou sur ça, sur la question de la négrophobie, parce que je pense qu'effectivement aussi, cette histoire de l'esclavage participe à entretenir une négrophobie chez les musulmans, chez les Arabes, dans le Maghreb, avec l'idée que, vous avez mis sous esclaves, hein. Effectivement, on est dominé par les Blancs, mais vous étiez nos esclaves, donc ça alimente encore et toujours une négrophobie. Et ça, c'est d'actualité. C'est même dans le livre qu'il cite, dans le 3e chapitre, dans le dernier chapitre de Mohamed Waldi, il explique clairement que dans les pays arabo-musulmans, les Noirs sont en dessous. Il y a des phrases que je ne peux pas dire en continu. Donc les haines sont en dessous de la hiérarchie et même sont stigmatisées encore aujourd'hui. En Tunisie, au Maroc, en Algérie. Il explique, il a même donné un exemple dans le livre du président tunisien. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Je ne vais pas reciter les références. Je vous ai déjà dit, dans la vidéo partie 2 de Nota Bene, je donne toutes les références de ce truc-là. Donc c'est factuel. Mais ça, non, on va pas en parler, non. Oui, chez les Arabes, mais reste que là, le capitalisme moderne n'est pas issu de des traites arabo-musulmanes, mais de la traite transatlantique. C'est pour ça. Oui, mais franchement, je suis désolé de couper encore une fois à ce moment-là, mais il se rend même pas compte là, de la débilité de ce qu'il est en train de dire. Dire que le capitalisme vient de la traite transatlantique et pas de la traite arabo-musulmane, c'est un CSC qui se met. Parce que les arabo-musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rasé des villages. Ils ont pillé des gens pour les envoyer chez eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aux hommes? Ils les ont... est-ce que je peux dire le... Ouais, ils les ont castrés. Voilà, ils les ont castrés. Je peux dire le mot, je pense. Ils leur ont coupé le service 3 pièces pour les empêcher de se reproduire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le livre « Le génocide voilé » de Tidjane Djaï. C'est pour ça. Il parle de ce livre. Et même le fait qu'ils castraient les gens, c'est aussi écrit dans le livre de... Mohamed Waldi, c'est écrit dedans.
Mohamed Waldi dit directement que 90% de ces malheureux décédaient. Je répète, 90% des castrés décédaient. C'est écrit dans le livre qu'il est censé avoir lu. Donc, quand il parle du capitalisme qui vient de la traite transatlantique, c'est parce que la traite transatlantique a commencé à une époque un peu moderne. Donc, il y avait des outils modernes qui permettaient d'exploiter les êtres humains jusqu'au bout. C'est tout. Mais c'est en disant que la traite arabo-musulmane ne l'a pas faite, c'est parce qu'il n'avait pas les outils pour le faire. Donc, il est en train de dire lui-même que leur traite, elle était rudimentaire. Et c'est encore pire, c'est que ils venaient rasier les gens pour les envoyer chez eux. Donc, si on veut trouver même un minimum de bon dans cette connerie-là, parce que là, on parle quand même de peste et de choléra, si on veut chercher un minimum de bon, bah, la traite transatlantique a aussi déporté certains, comme par exemple au Brésil, mais a aussi utilisé des gens sur place, ce qui a permis de développer un minimum de choses sur place. Alors que la traite arabo-musulmane consistait à rasier des gens là et se barrer avec eux. Et une fois qu'ils se sont barrés avec eux, ils leur coupaient le service 3 pièces aux hommes pour ne pas qu'ils se reproduisent. Les femmes étaient miaulées, les enfants de ces femmes-là, quand les femmes devaient accoucher, ils étaient éliminés. Quand c'était des garçons, ils étaient après eux aussi coupés. Tout ce que je vous dis là, je l'ai présenté, j'ai présenté les pages, les preuves dans mes vidéos. Vous allez dans la playlist Avis Live, il y a les vidéos sur Histoire Crépue, vous allez voir les pages, je donne exactement les pages et exactement ce que ça dit, ou la vidéo sur Nota Bene. Donc, on peut dire dans l'horreur qui allait plus loin. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est un CSC pour dire que les musulmans, les arabo-musulmans, n'avaient même pas le côté capitaliste pour rentabiliser ça. C'était fait vraiment à la zob. Il n'y avait aucune technique, c'était à la zob. On fait des razzias, on prend tout le monde, on les amène chez nous, on fait ce qu'on veut. C'était pire. C'est ça qu'on en parle, pas parce que c'est plus méchant ou plus gentil, mais juste parce que, voilà, Putain, en termes de pour comprendre le monde actuel, je- bah, c'est l'un des facteurs. Je vous promets pas vraiment de finir, hein, parce que c'est vraiment vide tout ce qu'il raconte là. Il s'appuie pas sur des sources sérieuses. Il cite rien de concret. Il réagit en plus à une vidéo d'une meuf. Je sais même pas si c'est ce qu'elle dit. Donc je suis pas sûr de finir. Là, en appuyant, j'ai vu que j'étais au milieu. En vrai, force à lui. Hein. Déterminant, tu vois. Les Arabes aussi, les Romains aussi, les Vikings aussi. Oui, non, mais les gens, après, dans l'histoire de Les l'humanité, Vikings, historiquement, il y a longtemps eu Allez, de j'avance, l'esclavage. parce que là, il va parler des Mais en autres. fait, moi, voilà, oui. Après, c'est ce que je dis, c'est que il n'y a pas un esclavage homogène. Il y a différentes Ok, logiques d'esclavage. on va Voilà, il y avoir cette take. Je te le dis direct. T'as déjà Je pense dit. que Norman Ajaris, c'est Ok. digne de lutte ouvrière. Faut arrêter. C'est pas. Je suis contre l'esclavage et salariat. Ça me fait rire qu'elle s'énerve. En fait, comme vous êtes beaucoup trop hypocrite, vous omettez une Ah oui, je l'avais oublié, purée. chose à chaque fois, le caractère raciste de la colonisation européenne qui n'existait pas dans les colonisations arabo-musulmanes. Et le Quoi? Attends. Le caractère raciste existait dans la colonisation européenne et pas dans la colonisation arabo-musulmane. Je sais même pas si je dois débunk ça. Honnêtement, je sais même pas si je dois le faire. Je sais même pas. Parce que je l'ai longuement fait, encore une fois, dans les vidéos précédentes. Mais j'ai juste une seule chose à dire. Ibn Khaldun, c'était l'un des plus grands savants musulmans de l'époque. Ibn Khaldun, c'est 14e siècle. 13-14e siècle, voilà. Ça veut dire quoi? Ibn Khaldun, qui a théorisé le racisme envers les haines, ce mec-là, qui était l'un des plus grands savants musulmans de l'époque, il a carrément basé la traite négrière, du coup, sur le critère racial. Je sais pas si cette meuf-là, c'est ce qu'elle dit, mais je vous dis tout de suite, hein, les abonnés qui m'ont demandé de débunk cette vidéo, encore une 3e contestation, restriction, c'est pas grave, je vais me manger les restrictions, je vais continuer le live quand même. Je vous dis, hein, je vais pas aller débunk cette meuf, hein, je vous dis tout de suite, hein. Au bout d'un moment, voilà. caractère raciste qui a poussé les Européens à Oh, putain, esclavagiser sa les voix autres m'énerve. peuples. En Alors, je pense que c'est ça que. Ouais, je pense que je vais le mettre dans la soundboard. Je vais le mettre dans la soundboard. Oh, ça va Je pense m'énerver. que c'est ça qui a fait des polémiques. J'imagine de dire que les esclavages arabo-musulmans, je rappelle, les esclavages arabo-musulmans. Oui, ou les faut esclavages rappeler, du monde c'est musulman. Parce que important. même arabo-musulman, ça ne veut rien dire, arabo-musulman. Parce que ce que tu prends en Asie, c'est aussi le monde musulman, mais c'est pas arabe. Donc c'est pour ça que les historiens parlent de l'esclavage dans les mondes musulmans, au pluriel. Voilà. Mais je pense que ce qui a fait. C'est faux, c'est pas les historiens qui parlent de ça. C'est Mohamed Waldi. Et c'est même pas en plus ce qu'il dit. C'est pas exactement ce qu'il dit. Là, c'est toujours la même technique. C'est de se dédouaner. C'est exactement ça. Sinon, si tu n'as pas à te dédouaner, tu n'as pas besoin de dire ce qu'il vient de dire là. Et en plus, c'est faux. Quand on dit l'esclavage arabo-musulman, c'est parce que, je pense que ça va vous étonner ce que je vais dire, hein. Ça implique des Arabes, qu'ils soient musulmans ou pas. Ça implique des musulmans, qu'ils soient arabes ou pas. Hein, Wissam, essaie de... Voilà. C'est parti. Sourciller les gens, c'est de dire qu'il n'y avait pas de racisme dans les esclavages des mondes musulmans. Je pense que c'est vrai et pas vrai. C'est vrai dans le sens où. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Ce qu'elle vient de dire là, c'est factuellement faux. Qu'est-ce que Wissam nous dit? C'est vrai et pas vrai.
qu'est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui te dit c'est vrai ou pas vrai? À part Léo Dagan, quand il dit il y a une tourelle dans la cour où il n'y en a pas. C'est pas si simple. C'est vrai et pas vrai en même temps. Bah voilà, écoute. Où, au départ, il n'y avait pas la logique raciale, il n'y avait pas l'idée que les Noirs étaient faits pour l'esclavage et ceux qui étaient esclaves, c'était les Noirs. Tu avais une diversité d'esclaves qui venaient de différentes régions du monde et notamment les Slaves. Hein, parce que les Blancs se plaignent beaucoup de ça, que les corsaires, ils attrapaient les Blancs pour les mettre en esclavage. Voilà. Donc au début, c'est vrai que pendant un certain temps, il n'y avait pas cette logique raciale. Sauf que, petit à petit, là aussi pour des raisons matérielles, et notamment du fait qu'une bonne proportion de leurs esclaves venaient de l'Afrique subsaharienne, et que donc petit à petit, la majorité des esclaves, en fait une bonne partie des esclaves étaient noirs, petit à petit a émergé dans les mondes musulmans des discours négrophobes, avec l'idée qui commençait à émerger que en fait, les populations noires étaient plus faites pour l'esclavage. Et d'ailleurs... C'est pas exactement vrai. C'est pas exactement vrai ce qu'il vient de dire là. Parce que ce qu'il vient de dire, il refait un peu l'histoire. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Parce que là, il dit que, puisque de plus en plus d'esclaves étaient haines, donc il y a eu des discours qui ont émergé. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Au contraire, pour pouvoir mieux esclavagiser les haines, il fallait les déshumaniser. Et pour les déshumaniser, ils avaient besoin de leurs grands penseurs comme Ibn Khaldoun. Il y avait le fils d'Abou Bakr aussi, Umaybé, un truc comme ça. Enfin, toutes les sources, je les ai déjà données dans la vidéo dont je vous parle, là, la deuxième partie sur Histoire Crépue et Nota Bene. Donc, c'est ces gens-là qui ont aidé à déshumaniser les haines pour que on puisse les asservir. Voilà. Je viens de me prendre encore une troisième restriction. Je finirai quand même le live avec les restrictions, donc n'hésitez pas à liker et partager pour pouvoir stabiliser le live. Merci à ceux qui le feront. C'est parti. C'était des discussions compliquées parce que normalement, si t'es dans l'islam, il en parle d'ailleurs, Mohamed Waldi, allez voir l'interview et allez lire le livre, allez voir l'interview de Mohamed Waldi parce que normalement, si tu prends les textes même de l'islam, l'esclavage peut être autorisé et est autorisé, sauf que tu ne peux pas mettre en esclavage des musulmans. Et le problème, c'est que tu avais des noirs qui étaient musulmans mais qu'on mettait quand même en esclavage. Voilà. Et tu avais des savants, tu avais des gens très cyniques et tout qui soit les sortaient de l'islam, soit trouvaient des astuces pour quand même pouvoir les mettre en esclavage. Donc ça a provoqué des frictions et des débats. Mais petit à petit, commençait à émerger des discours qu'on retrouve notamment dans Ibn Khaldoun, même si voilà, il y a des choses aussi à remettre en contexte dans les trucs de traduction. Non, arrête de contexte et traduction. Attends, je l'ai coupé là, attends, je remets. À savoir des discours qu'on retrouve notamment dans Ibn Khaldoun, même si voilà, il y a des choses aussi à remettre en contexte dans les trucs de traduction, à savoir parce que tu as aussi un truc de climat, tu as beaucoup une science du climat qui sont dans leurs écrits, tu vois, et qui sont pas proprement raciales mais plus climatiques. Mais bref, ça peut-être qu'il faudrait Non, attends, là je peux pas laisser dire ça. Là déjà il parle de Ibn Khaldoun qu'il faut remettre en contexte les traductions. Vous voyez comment ce mec il est vraiment à l'image de son prophète Mohamed Waldi. C'est des gens qui veulent tout faire pour minimiser ce truc. Dès qu'ils parlent de ça, ils vont toujours essayer de l'atténuer. Ibn Khaldoun, c'était un raciste 100%. Quand il dit Ibn Khaldoun, faut remettre dans le contexte des traductions, on comprend déjà la danse. Et juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? C'était pas forcément racial. Attends, je vais remettre ça. Du climat qui sont dans le contexte dans les trucs de traduction, à savoir parce que tu as aussi un truc de climat, tu as beaucoup une science du climat qui sont dans leurs écrits, tu vois, et qui sont pas proprement raciales mais plus climatiques. Mais bref, ça peut... Le truc du climat dont il parle, qui est pas forcément racial, mais qui est un peu problématique et tout, il sait très bien, soit il sait ce que c'est et c'est un menteur, soit il sait pas ce que c'est et c'est bien évidemment quelqu'un qui ignore son sujet. La théorie des climats de Ibn Khaldoun, si vous ne la connaissez pas, je l'ai citée dans la vidéo, encore une fois, partie 2 de Nota Bene. Vraiment, vous allez sur le compte Ogui et les Koufars sur YouTube, vous allez dans la playlist Avis Live, vous prenez la deuxième partie de la vidéo sur Nota Bene, je donne toutes les sources dedans. Ce qu'il vient de dire, c'est un menteur. Je vais vous résumer la théorie des climats de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un très grand penseur musulman, du XIVe siècle à peu près, qui dit que le climat chaud de l'Afrique subsaharienne fait que les haines sont des gens bestiaux. Les haines sont des bestiaux. Ils sont caractérisés par leur comportement bestial. Voilà. En gros, voilà. C'est une théorie complètement raciste. Il dit que c'est pas forcément racial et tout, voilà. Voici ce que nous dit Wissam. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo pour voir comment ça a évolué petit à petit de la théorie des climats à la théorie raciale, qui sont deux choses différentes. Voilà, vraiment deux choses différentes, mais il y a un continuum. Tu peux facilement pas du tout deux choses différentes. Purée, j'ai même envie de vous la lire là. Purée, c'est pas du tout différent. C'est pas du tout différent. Ibn Khaldoun, ce qu'il dit, c'est clairement du racisme. Il y a rien à remettre en contexte. Il y a pas de genre, on sait pas trop ce qu'il veut dire. Non, c'est clair. C'est clair.
c'est du racisme pur et dur. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Tirer de la théorie des climats à la théorie raciale. Mais malgré tout, tu avais le droit d'avoir des esclaves musulmans, il me semble. Dans certaines régions du monde, tu as eu le droit. Mais c'est les gens, ça, le droit d'avoir des esclaves musulmans, normalement, si tu respectes certaines règles de l'islam, tu n'as pas le droit de mettre en esclavage des musulmans. Normalement. Sauf que, et c'est ce que j'arrête pas de dire depuis des années, et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que oui, mais tout le monde fait comme il veut. Voilà, il y a toujours des adaptations, il y a toujours des ah non mais il y a divergence, ah non mais en fait si tu lis ça en fait t'as le droit. Voilà, de tout temps, l'homme a pu manipuler ou interpréter ou modifier un peu des textes pour que ça aille dans le sens de ses intérêts. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis que l'islam, voilà, le texte islamique n'existe pas et qu'il faut voir les différentes interprétations qu'il y a eu des textes islamiques. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Attends, il vient de se contredire déjà dans la bêtise, il vient de se contredire là, j'ai pas compris. Attends. Attends, je remets. Hein. Déjà, il y a deux choses à dire sur ce qu'il vient de dire, mais je remets d'abord. Attends. L'homme a adaptation, il y a toujours des ah non mais il y a divergence, ah non mais c'est que oui mais tout le monde fait comme il veut. Voilà, il y a toujours des adaptations, il y a toujours des ah non mais il y a divergence, ah non mais en fait si tu lis ça en fait t'as le droit. Voilà, de tout temps, l'homme a pu manipuler ou interpréter ou modifier un peu des textes pour que ça aille dans le sens de ses intérêts. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis que l'islam, voilà, le texte islamique n'existe pas et qu'il faut voir les différentes interprétations. Mais c'est débile ce qu'il vient de dire. Il dit lui-même que l'homme a toujours manipulé et interprété les textes islamiques comme il voulait. Et donc, il n'y a pas d'islam qui existe, mais il faut regarder les interprétations des textes islamiques. Mais c'est débile. Si les hommes manipulent et réinterprètent à leur sauce, bah du coup, on ne va pas regarder ce qu'ils ont réinterprété à leur sauce. Ou c'est moi qui ne comprends pas là. Déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand il dit que les hommes réinterprètent les textes islamiques pour pouvoir manipuler les gens et donc les réduire en esclavage, ça veut dire que le texte islamique permet de réduire les gens à l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Il ne se rend pas compte de la connerie qu'il dit. Par exemple, si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous pouvez le manipuler comme vous voulez, vous pouvez la manipuler comme vous voulez, vous n'allez pas pouvoir mettre les gens en esclavage grâce à ce texte. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Si vous prenez le Coran et que vous pouvez mettre les gens en esclavage grâce à ce texte, c'est que le Coran, au mieux, il n'est pas clair. Au pire, c'est un texte esclavagiste. C'est clair. Lui-même, il dit que les gens ont toujours interprété le Coran ou les textes islamiques, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre les interprétations des gens. Je remets et après je laisse passer parce que, vous savez, il y a un grand penseur qui disait il ne faut pas contredire les oncs, laisse-les parler, ils le feront tout seuls. C'est que oui, mais tout le monde fait comme il veut. Voilà, il y a toujours des adaptations, il y a toujours des ah non mais il y a divergence, ah non mais en fait si tu lis ça en fait t'as le droit. Voilà, de tout temps, l'homme a pu manipuler ou interpréter ou modifier un peu des textes pour que ça aille dans le sens de ses intérêts. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis que l'islam, voilà, le texte islamique n'existe pas et qu'il faut voir les différentes interprétations qu'il y a eu des textes islamiques. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais bref, Voilà. Donc là, il vient de dire un truc et le contraire. Mais bon, j'ai trouvé un passage de Ibn Khaldoun hein, où il dit que c'est pas du tout raciste, Ibn Khaldoun. Son livre s'appelle La Muqaddima, donc les prolégomènes pour les francophones. Voilà, je vous lis juste un passage. Hein. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les haines, en raison d'un degré d'infériorité d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Voilà. Ibn Khaldoun. Allez. Petit à petit apparaissaient des théories raciales dans les mondes arabes, dans les mondes musulmans. Voilà, dans les mondes musulmans. Sauf que ça n'a pas connu l'ampleur et ça n'a pas connu l'ordre. En fait, ça n'a pas connu le développement scientifique qu'il y a eu dans l'Europe. Voilà, l'une des principales différences, c'est le caractère systémique et général qu'ont eu ces théories raciales, le crédit scientifique qu'on lui a donné et comment ça s'est imposé à l'ensemble de la société pour paraître naturel et normal à tout le monde. Voilà la différence entre l'Europe et les mondes arabo-musulmans. Sauf que, en fait, il aurait... En disant ça, tu l'admets toi-même que l'Europe a été développée et s'est servie de son développement scientifique, industriel et tout ce qui va avec pour esclavagiser à grande échelle, alors que les mondes arabo-musulmans rudimentaires ont utilisé leurs outils, ou leur manque d'outils, pour faire ce qu'ils ont pu. Enfin bref, je sais pas. Il pu exister une timeline où il n'y a pas eu la colonisation européenne, le monde arabo-musulman continue son esclavage, et donc les théories raciales continuent à émerger et deviennent pseudo-scientifiques, genre se donnent un crédit scientifique, systémique, et organisent en fait l'ensemble de la société. Et là, le racisme systémique serait né dans les mondes arabo-musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui aurait été impossible. On ne pense pas que les musulmans sont intrinsèquement antiracistes. Selon les modes d'organisation sociale, les modes de production, le racisme aurait pu émerger. Le racisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui organise le monde et divise les êtres humains en catégories raciales et en hiérarchie, aurait pu exister dans ce monde arabo-musulman. Donc ce qui veut dire, c'est que le racisme a émergé de la traite transatlantique et pas de la traite arabo-musulmane.
Alors que je viens de prouver là avec Ibn Khaldun qui était profondément raciste, qui était avant les Portugais. Bref, c'est toujours comme ça, c'est le déni qui permet à ces gens de dire ce qu'ils veulent. Enfin, ou la bêtise aussi, hein, mais vous savez, rasoir de Hitchens, ça. Et en fait, les musulmans ou les arabes auraient été à la tête de la hiérarchie raciale. Sauf que ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas le cas. Mais en plus, et c'est ce qu'on dit depuis des années, rien ne dit que dans 200 ans, je sais pas, il y a un bouleversement. Et en fait, il y a d'autres théories racistes qui ont émergé. Et je sais pas, les gens qui sont supérieurs, c'est, j'allais dire les Chinois, les Asiatiques, ou en fait, les Sud-Américains. Voilà, je veux dire, la vie est dynamique. On ne sait pas ce qui va se réserver. Je veux dire, tout n'est pas intemporel, quoi. Voilà. Est-ce que je suis clair ou pas? Je sais pas si je suis clair. Dites-moi, hein. Parce que j'ai l'impression parfois pour les droitards, c'est difficile à comprendre ça, mais je sais pas comment l'expliquer plus simplement. Ok. Si tu n'es pas de gauche, tu comprends pas. Voilà, c'est les droitards qui sont un peu, vous savez, un peu mou du bulbe, quoi. Voilà. Ces gens-là, moi, c'est ça que je reproche en vrai à la vraie gauche, enfin à la fausse gauche d'aujourd'hui. C'est que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu es droitard, t'es d'extrême droite, t'es islamophobe, t'es tout ce qui va avec. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Il est vraiment, comme tu dis, dans le confusionnisme, du coup. Tout ce qui est isme, ça passe avec ces gens-smes. Vous n'êtes pas content-sme, eh ben, vous êtes extrême droite-sme. Il y a du racisme à la Grèce antique et dans le judaïsme. Bah alors, ça aussi, en fait, les gens, pour moi, il faut distinguer la xénophobie et le racisme. Non, la quasi-majorité des sociétés et tout, il a existé de la xénophobie, c'est-à-dire une forme de rejet et d'intolérance à celui qui n'appartient pas au groupe. Mais cette xénophobie ne s'exprimait pas à travers le racisme et donc à travers un critère racial. Mais bref, faudrait que vous fassiez. Voilà. Il y a 150 sujets à explorer, à creuser à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Afrique notamment, qui n'existait pas dans la logique des personnes arabes qui esclavagisaient les autres peuples. Et en fait, non, ce n'est pas qu'un détail. Elle est arabe ou renois? Parce que moi, elle pourrait être les deux. Ouais, ça peut être une arabe renois aussi. Hein. C'est quoi sa catégorie raciale? Non, mais juste, elle est marocaine. Ok. Oui, ça, parce qu'on devrait plutôt parler de suprématie blanche. Ah bah c'est bizarre. Ah bah tiens. Ah bah c'est bizarre quand même. Elle est marocaine la meuf. C'est pour ça qu'elle dit ça. Bah tiens. Ah. Donc racisme par souci d'efficacité. Bah, les deux, pour moi, les deux me vont. Il y a pas vraiment de. Les deux vont. Hein. Arabe, je crois. Ok. Ah, je pense que ça rajoute dans la sauce. Hein. Voilà. Les peuples nomades comme les Peuls ont été mis en esclavage par les peuples sédentarisés d'Afrique de l'Ouest. Non, mais ça aussi, t'as les droitards qui m'énervent avec cette excuse de. Non, mais en fait, les Noirs ils s'esclavagisaient eux-mêmes. Hein. Donc ça va. Hein. Arrêtez de vous plaindre. Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Oui, mais la castration des Noirs pendant la traite arabe, c'est raciste. Ah oui, c'est important. Oui, non, mais en plus, il me semble que ça se faisait à la fin dans les derniers temps de l'esclavage. Mais en fait, c'est pas tant la castration qui est raciste, c'est que petit à petit, Mich s'est ancré l'idée dans les esclavagistes musulmans, des mondes musulmans, l'idée que les Noirs étaient faits pour l'esclavage. Voilà. Mais en fait, les sévices sur les esclaves, castration ou pas castration, en fait, les sévices sur les esclaves sont intolérables, quoi qu'il en soit, quoi. La castration, c'était chez les Ottomans, pas chez les Arabes. Attends. Il vient de mettre la castration au niveau de sévices. Attends, je remets, j'ai pas compris. Mais je pense que non, pas castration, des mondes musulmans, l'idée que les Noirs étaient faits pour l'esclavage. Voilà. Okay. Mais en fait, les sévices sur les esclaves, castration ou pas castration, en fait, les sévices sur les esclaves sont intolérables, quoi qu'il en soit, quoi. La castration, c'était chez les Ottomans, pas chez les Arabes. Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont comme seule ressource le livre de, comment il s'appelle, le génocide. Oh non, attends, il va. Ok, bon, là, je préchote qu'il va descendre Tidiane Ndiaye, ça c'est évident. Mais la castration, il vient de mettre la castration au niveau de sévices sur les esclaves. Vous savez, fouetter un esclave, c'est un sévice sur les esclaves. Attacher un être humain et le tirer comme une marchandise, enfin, comme un animal, c'est un sévice. Le castrer, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le livre qu'il n'a pas lu, dans le livre de Mohamed Waldi, qui lui sert de source, qu'il n'a pas lu, Mohamed Waldi dit que ces pauvres malheureux décédaient à près de 90%. Je répète, 90% des castrés décédaient. 90% des fouettés ne décédaient pas. 90% de ces gens qui étaient castrés décédaient. Il met le niveau de la castration au niveau de sévice. Je suis sûr à 100% que là, ce qui va se passer, il va descendre le livre de Tidiane Ndiaye qui va considérer comme étant un livre de, comme a dit Histoire crépue, d'extrême droite. C'est toujours comme ça. Des gens qui relatent les faits, qui sont pas d'accord avec leur narratif débile, c'est des extrêmes droites. C'est toujours comme ça. Ça m'énerve ce genre de choses. Ça m'énerve. Vraiment, c'est un sujet que je connais, j'ai lu ces sources, et quand je me rends compte de toute la gymnastique qu'ils sont obligés de faire pour défendre leurs conneries, mais est-ce qu'il se rend compte de ce que c'est que la castration? Tous les sévices, il met ça dans le même globe et il va venir parler de... On va voir ce qu'il va dire sur le génocide voilé. Je vous rappelle, il a cité religieusement Mohamed Waldi. Hein. Il a dit que c'est un bon livre, allez le lire. Il a cité religieusement. Mohamed Waldi, son livre, c'est un torchon. Je ne le dis pas ça pour le dire comme ça. Je l'ai prouvé dans la vidéo sur ma playlist. Je répète encore. Hein. Vous allez dans ma playlist, vous allez dans Avis Live, vous allez voir plusieurs vidéos dedans. Vous prenez la partie 2 sur Nota Bene. C'est une vidéo qui est consacrée à ce livre. Et là, on va voir ce qu'il va dire sur Tidiane Ndiaye. Voilé de Ndiaye, non Ndiaye, les génocides voilés, c'est de qui déjà?
qui est la seule source des droitards qui n'ont jamais lu. Hein. Je suis C'est ce que je vous disais. La seule source des droitards. C'est-à-dire que dès que tu t'appuies sur un fait historique, tu es droitard. Dès que tu n'es pas d'accord avec son narratif de merde, tu es droitard. Voilà. Qui n'ont pas lu, hein, voilà. Lui, il n'a pas lu, hein. Mais il parle des... Ah, putain. persuadé qu'ils n'ont jamais lu le livre. Hein. Mais voilà, de Tidiane Diaye, pardon. Non, c'est Ndiaye. Bien sûr. C'est Tidiane Diaye. Voilà. Diane, Et donc, c'est la Diane seule Goldboum. source des droitards. Et c'est discuté par les historiens. Voilà. Déjà, les historiens. Honnêtement, j'attends qu'il me donne un seul historien qui le discute. Un seul historien qui le discute. Voilà. C'est toujours la même chose. Histoire Crépus a fait la même chose. Encore mieux, Nota Bene, lui, il a même pas parlé de livre. Voilà. Nota Bene, en fait, sa vidéo, c'est comme si tu fais un documentaire sur le foot des années, depuis la création du foot, allez, des années 1920 jusqu'aux années 1980, sans parler de Maradona et Pelé. Voilà. Lui, il n'a pas parlé du tout de ce livre-là. Lui, il dit les historiens le critiquent, c'est factuellement faux. Je vous dis tout de suite. Les historiens qui le critiquent, ce sont les historiens musulmans. Malek Chebel, Mohamed Waldi, ce sont les historiens musulmans qui critiquent ce livre. Évidemment que lui, Wissem, musulman, il est d'accord avec ça. Évidemment que la meuf, je ne connais même pas son nom, qui gueule depuis tout à l'heure, musulmane, elle est d'accord avec ça. Évidemment. Il y a un moment, franchement, les gens, ne soyez pas juste d'un côté ou de l'autre. Utilisez votre cerveau, utilisez les arguments, regardez ce que les gens disent, et faites-vous un avis objectif. C'est pas sérieux que ces gens-là, je suis désolé, aient de l'audience pour dire autant de débilité. Je suis désolé. Allez, vas-y, descends-nous Tidiane Diaye. Et cite-nous les historiens qui le critiquent. Et surtout, c'est quoi la critique? Historiens discutent le terme de génocide. Voilà, est-ce que pour eux c'est problématique de parler de génocide? C'est pas conforme à la réalité. Voilà, ça veut dire que c'est plus une position politique. Bref, pour eux il y a ça qui fait débat. Il y a la question du chiffre qui fait débat. Et aussi le problème c'est comment Ndiaye est utilisé politiquement pour relativiser la traite transatlantique. Il est souvent là pour dire et d'ailleurs c'est ce que font en fait. Ils font ce qu'ils nous reprochent. Ah là là. Souvent en utilisant Ndiaye, ils disent non mais la traite arabo-musulmane c'était pire. Ils nous reprochent de dire ah mais la traite transatlantique c'était pire. En fait, il veut faire pareil. Dire, non. Le pire, la preuve c'est Ndiaye qui le dit. Le pire c'était les traites arabo-musulmanes. Un historien africain affirme que cette castration était faite à dessein pour éviter le métissage. Je connais la source. Peu importe la motivation pour cette castration, c'est mal. C'est mal de castrer des. Mais de toute façon dans la question de l'esclavage, au-delà de la castration, il y a la question de tu n'as pas le droit à des progéniture, mais tu n'as pas le droit. La filiation est cassée quoi dans l'esclavage. Voilà, tu veux dire tes enfants ne sont même pas tes enfants. T'as ça qui est dans la base même de l'esclavage quoi. La castration était due au panard et autres. C'était chez les Ottomans. Il y a plein de pratiques culturelles qui ont disparu avec l'islam. Donc c'est possible que ce soit avant l'Égypte, tout ça. Ok. Après, moi, les gens, je préfère aussi. Comment ça, ok. Ça n'a pas disparu, c'était pas avant l'islam. C'est quoi cette débilité? C'était pas avant l'islam. L'islam, c'est le Moyen-Âge, c'est le 7e siècle. L'esclavage, évidemment, ça a commencé. Il y a eu l'esclavage à toute époque. Mais l'islam a permis de légitimer ça. C'est bien documenté dans le livre de Tidiane Diaye dont il parle, mais aussi dans le livre de Mohamed Waldi, qui explique que l'islam a aidé à non seulement asseoir la domination musulmane, et surtout à pouvoir esclavagiser ceux qui ne l'étaient pas. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne se sont convertis pour ne pas se faire réduire en esclavage, parce que les armées qui arrivaient, qui venaient en mode on vient vous imposer la paix chez vous, ou se défendre chez vous, bah c'est mieux quand tu étais musulman. Malgré ça, il y en a qui ont été attaqués, qui étaient musulmans, mais qui se sont fait attaquer quand même. Je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo en question. Voilà. Mais ça, j'en peux plus de ces gens-là, qui vont toujours dire que ce livre-là, il sert l'extrême droite. En fait, aujourd'hui, en France, de manière générale, quand tu t'exprimes, si ce que tu dis est vrai, par exemple, tu dis, j'ai bu de l'eau. Eh bien, tu sais qui a bu de l'eau? Adolphe a bu de l'eau. Donc, tu sais les intérêts d'Adolphe. Les gars, réfléchissez un minimum. Ce que Tidiane Diaye dit est vrai, est sourcé. Vous dites que ce qu'il dit est faux. En revanche, ce que Mohamed Waldi, musulman, dit, qui est aussi sourcé dans son livre, ça, c'est vrai. Enfin, il y a un moment, voilà, bon. Signaler que je ne suis pas un grand spécialiste non plus de ce sujet. Je parle à partir de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, les interviews que j'ai fait. Donc les livres de Daklia, le livre de Mohamed Waldi. J'ai lu aussi, comment elle s'appelle, le Monde en haine et en blanc. Je peux pas dire le titre. Mais... Le Monde en haine et en blanc. C'est une autre dame aussi qui, elle s'appelle Aurélia Michel. Je l'ai aussi, je l'ai. Je vous ai dit, j'ai tous les livres sur ces sujets-là. Hop, voilà. Le Monde en haine et en blanc, c'est ça. Le livre de Aurélia Michel. Eh bien, Aurélia Michel, je comprends pas pourquoi il la cite. Elle parle pas de ça dedans. Enfin, elle parle de ça peut-être dans un seul... je crois que c'est au premier chapitre qu'elle parle de l'esclavage arabo-musulman. Qu'est-ce qu'il vient citer Aurélia Michel? Bon, on va voir ce qu'il dit. Enfin, s'il connaît son nom. Mais voilà, c'est des sujets à creuser. Mais allez lire les historiens. Attends, il a dit quoi? Comment elle s'appelle
j'ai vu, de ce que j'ai lu, les interviews que j'ai fait, donc les livres de Daklia, le livre de Mahmoud Waldi, j'ai lu aussi comment elle s'appelle, le Monde en haine et en blanc, je peux pas dire le titre, hein. Mais voilà, c'est des sujets à creuser. Mais Ça allez lire s'appelle les Aurélia historiens, Michel, voilà. ok, bon. Allez lire les historiens, et pas seulement Ndiaye, lisez Ndiaye, il y a pas de souci, hein. Mais lisez Aurélia Michel, très très bon livre, hein. J'aime bien lisez Dia, il y a pas de souci, hein, mais lisez aussi Aurélia Michel. C'est toujours comme ça. La traite arabo-musulmane, non, mais dites judéo-chrétienne. Lisez Ndiaye, oui, c'est bien, mais lisez Aurélia Michel. Aurélia Michel, c'est pas son sujet. Le livre Aurélia Michel qui s'appelle Un monde en haine. Vous savez pourquoi on peut pas dire le titre, hein, en haine et en blanc. Il parle pas de l'esclavage arabo-musulman. Il y a une seule partie sur l'esclavage. Je crois 5% de son livre parle de l'esclavage arabo-musulman. C'est tout. Elle parle juste, je crois que c'est même dans le premier chapitre où elle dit 2-3 trucs là-dessus, quoi, voilà. Et elle contredit pas Ndiaye. Et c'est pas le fond de son livre. C'est pas de ça que ça parle. Purée. Toi, je suis sûr que tu as lu. Hein. Je suis sûr. Là, il a dit, ah voilà, on voit qu'il a tapé ça sur Google pour voir son nom. Très très bon livre, hein, ce. Très très bon livre, évidemment. Qu'il a lu, hein, évidemment. Il connaissait pas le nom de l'autrice, mais il a lu, bien sûr. Moi, je le dis ouvertement. Hein, ces gens-là qui sont en train de refaire l'histoire par clientélisme ou je sais pas par quoi, je discute avec qui vous voulez. Je vous dis, honnêtement, j'assume mes propos. Je discute même avec, je le dis, hein, vous pouvez clipper, je discute même avec Mahmoud Waldi sur son livre. Je répète, si Mahmoud Waldi veut discuter sur son propre livre, sur l'esclavage arabo-musulman, je le prends, il n'y a pas de souci. Si Wissam veut qu'on discute sur l'esclavage arabo-musulman de Mahmoud Waldi, je le prends. Qu'on discute sur Tidiane Diaye, le génocide voilé, il n'y a pas de souci. Sur Malek Chebel, l'esclavage dans les mondes musulmans, il n'y a pas de souci. Sur Aurélia Michel, l'esclavage en haine et en blanc, il n'y a pas de souci. S'il veut qu'on discute sur le livre de recettes de Philippe Etchebest, les deux, hein, Philippe Etchebest, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, au bout d'un moment, revenons dans la réalité, les gars. Purée. Ce livre-là. À partir de l'état actuel de mes connaissances, exactement. Littéralement, c'est tout sauf un détail. Population arabe. Mais par contre, c'est vrai que la traite transatlantique, c'est ancré profondément sur l'idée que les Noirs, tous les Noirs étaient esclaves et les esclaves étaient noirs et c'était des biens meubles, quoi. En fait, il y a toutes des lois. Bon, je réponds rapidement à ce commentaire-là. Quand tu dis que tu feras pas le poids, t'es pas historien, il suffit pas d'être historien pour discuter avec un historien. Je connais ce thème. J'ai lu la plupart des livres sur ce thème. Donc je connais le thème, il n'y a pas besoin d'être historien. Tu vois, et en plus, j'ai lu le livre de la personne. Mahmoud Waldi, j'ai lu son livre. Malek Chebel, j'ai lu son livre. Donc s'il veut qu'on discute sur son livre, on va le faire. Voilà, je ne vais pas discuter de l'histoire de manière générale, évidemment. Si je veux discuter de ce sujet, sur ce thème, avec l'auteur, vraiment, je vous dis, hein, cette vidéo, vous allez la voir sûrement demain sur mon compte, je l'assume jusqu'au bout. Des codes, des normes qui se sont imposés et qui sont rentrés dans le marbre. Il y a une législation sur ça, il y a eu un code sur ça pour faire en sorte que, institutionnellement, on considère les Noirs comme des meubles, quoi. C'est des choses, mais c'est aussi dû à la modernité, à cette gestion-là, petit à petit, de classer les individus comme on classe la nature, de l'émergence de l'administration, de l'émergence de la réglementation du commerce et tout. Voilà, c'est ces facteurs-là aussi qui entrent en compte. À l'image de toutes les populations sur Terre avant que les Européens commencent à développer des théories racistes Désolé, qui justifient la manière dont ils traitaient les Africains. Fait rendre en esclavage tout humain, supporte pas savoir, peu importe son origine en fait. C'est inclusif. En plus, c'est Tout le monde pouvait être esclave, en fait. Je veux dire que c'est moins grave, alors que pour moi, le BABA, c'est de dire que les gens, dans tous les cas, c'est moralement mauvais. Voilà, c'est moralement blâmable de mettre en esclavage des gens. Voilà, c'est la base. Que ce soit l'esclavagiste met moins de torgnole à son esclave, bon, voilà, bref, ok, bon, il est quand même esclave. Voilà, c'est la base. Courageux et basé. Et à partir de ce truc-là, tu peux voir les nuances qu'il y a dans le mode d'esclavage qui sont pratiqués, mais qui n'a jamais pour objectif de dire, vous voyez, ça va. Ah, oh là là. D'ailleurs, bien que les Arabes avaient des esclaves en provenance d'Afrique, une bonne partie de leurs esclaves venaient en réalité de tribus, d'ethnies qui les entouraient. Et ces personnes-là étaient réduites en esclavage très souvent après des guerres ou des conquêtes. Alors que les Européens ont tout ce qu'elle dit n'est pas fondamentalement faux. Hein. Après, le problème, c'est ça qui m'énerve, c'est de vouloir aller dans une compétition de c'était quoi le pire ou c'est quoi les critères que tu mets en avant. En fait, moi, la comparaison m'énerve en mode, mais on n'essaye pas d'aller dans le truc plus moral. Alors, je sais hein, que moi-même, ma voix, elle est pas ouf, hein, je le sais. Et en plus, je parle trop vite. Vous savez pourquoi je parle vite d'ailleurs? Je sais pas si vous avez remarqué la vidéo. Elle est en x2. J'écoute tout en x2, je regarde que des trucs en x2, même la plupart du temps, je vais faire du sport, je vais écouter un livre audio en x2, je fais tout en x2. Ce qui fait que j'ai un débit de parole trop rapide, faut que je travaille sur ça aussi, on m'a déjà dit. Donc je sais que ma voix, elle est pas ouf, mais on est d'accord que la voix de la meuf, elle est pire que la mienne, hein, s'il vous plaît, hein, sérieux.
pour comprendre le monde aujourd'hui, t'es obligé de parler de la traite transatlantique, c'est tout. Voilà, de comprendre aussi la perpétuation de la négrophobie, le racisme, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, la manière dont on considère les Noirs. Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Mais aussi, voilà, Haïti, tu peux pas faire. Il y a plein de pays, tu ne peux pas faire abstraction de ça. La question des réparations, voilà, c'est tout. Voilà. Mais de vouloir comparer qui était le pire, c'est quoi les critères? Quels critères on prend en compte pour savoir qui est le pire et qui est le moins pire? Moi, ça m'énerve ces trucs-là. Esclavagiser d'autres humains. Elle a juste des angles morts énormes, mais ce qu'elle dit est aussi factuellement vrai. Oui, voilà. Mais dans quel but elle fait ça? C'est peut-être ça qui a énervé les gens. Hein. Avec l'excuse du fait que eux, comme ils sont blancs, comme ils sont plus évolués, c'est naturel de rendre en esclavage les autres, qui sont pas blancs du coup. Ça, comme vous êtes trop hypocrite et surtout profondément raciste. Pas un fait sur lequel vous vous attardez, pourtant ce fait. Mais surtout, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont les droitards sont en mode, et on se laisse piéger par ça aussi. Les droitards sont en mode, les antiracistes ne parlent jamais de la traite arabo-musulmane, de la traite des musulmans. Sauf. Effectivement, le sophisme de la double faute, tu l'as trouvé, Christopher. Ça, c'est une base, hein, c'est pourquoi je le relève même pas. Le sophisme de la double faute, c'est toujours ça. Oui, chez nous, c'est de la merde, mais regardez là-bas aussi, c'est de la merde. Ok, Jean-Mi, tu as miaulé la petite fille qui est là. Oui, moi, je l'ai miaulé. Mais Epstein, il a fait quoi? Epstein, il en a miaulé combien? Oui, c'est la double faute, les gars. Donc, Wissem, c'est pas un argument. Enfin bref, je pense qu'au bout d'un moment, je fais passer parce que vraiment, moi, j'ai un casque, vous vous rendez pas compte. La voix de la meuf, elle me bousille les esgourdes, là. Là, j'ai les esgourdes en rideau, là. Sauf que quand tu auras même la négrophobie des Arabes et tout, l'antiracisme, on a plus parlé, même s'il y a des lacunes, il n'y a pas de souci, même s'il y a des lacunes de la part des Arabes pour ce sujet-là, on en a plus parlé que les droitards et les racistes ont parlé de la traite transatlantique. Voilà. Et on se laisse trop piéger par ça. Ouais, vous parlez jamais de ça. Et donc, on va faire des lives et tout pour en parler et tout. Tandis que eux ne parlent que, ils sont toujours à dire, ouais, mais vous êtes racistes entre eux. Et quoi. Ce fait est quand même d'importance capitale. Ça ne veut pas dire que réduire en esclavage. C'est son modèle de vidéo de prendre un peu les arguments racistes, misogynes qu'elle se prend et à s'énerver dessus. Ah, mais moi, les gens, moi, j'adore les gens qui s'énervent. Encore une fois, c'est pas moi qui vais se reprocher à Pitnéo de s'énerver. Non, c'est un style. Moi, ça me dérange pas, en fait. Même moi, je trouve ça marrant comme truc. Moi, j'aime bien. Esclavage les gens, c'est bien. Il la débunk pas tant que tel parce que quand il veut la débunker, il dit toujours oui et non. C'est pas totalement faux. Il sait que c'est voilà. Ah, c'est pire que Sherazade, hein. Franchement. Parce que je vous vois venir. Ça... Attends, ah va quoi, il y a des maladresses, mais c'est une vidéo d'1 minute, 2 minutes. Voilà, c'est pas gravissime, il y a des maladresses. Il est tellement pas capable d'admettre qu'elle dit des conneries, il dit il y a des maladresses, tu vois, voilà. Ça joue. Tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est que sur Twitter, tu ne peux pas avoir de discussion saine. Tu subis, et puis même la question de la géographie dans lequel il y a l'émergence de théories racistes, donc il faut le prendre en compte, tu vois. Une discussion cordiale, saine, tu vois, et qu'elle pourrait dire, voilà, faut pas discuter. Il n'y avait pas chez les Arabes. Oh non, pardon. TikTok. Mais de toute façon, le truc de commentaires, de répondre en commentaire, c'est pas des Ok. actuels du Burkina Faso. Puis Israël, genre un militaire aussi. Traoré, parce que Ibrahim Traoré, parce que alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le président actuel du Burkina Faso, qui est un militaire aussi, et je le suis sur Instagram. Mais il y a eu des trucs trop chelous. Il a rompu avec la France. Il a accueilli Israël, genre un diplomate israélien. Bref, il y a des trucs un peu. Je pense qu'il est embarqué dans des questions de stratégie, d'alliance, de contre-alliance, pour réussir à sortir la tête. Oui, donc faut pas accueillir des diplomates israéliens, bien sûr, je comprends. Je connais cette théorie-là. Et pour ceux qui savent pas, le Burkina Faso, il dit le président du Burkina Faso, ça s'appelle une junte. Une junte pour pas dire la jungle. La junte, c'est quoi? Une junte, c'est un gouvernement mafieux, militaire. Bon, mafieux, c'est moi qui le rajoute, mais c'est juste que quand on dit une junte, ça veut dire qu'il y avait un pouvoir qui est là. Les gens, ils sont venus, ils les ont massacrés, ils les ont dégagés d'une manière ou d'une autre, et ils ont dit, c'est nous maintenant qui sommes au pouvoir. Et c'est des militaires. On appelle ça une junte, c'est pas un gouvernement. Voilà. Donc là, il essaie de faire passer ça pour quelque chose de noble ou de normal, mais c'est pas normal. Lui, la seule chose qui le dérange, c'est le fait qu'il ait accueilli quelqu'un d'Israël. Moi, tout de suite, je vous dis, j'en ai rien à foutre. Il peut accueillir qui il veut, c'est son problème. Mais faire passer ça pour un gouvernement où je ne sais pas comment il veut vendre ça et que le problème, c'est le fait qu'il y ait un Israélien qui y soit passé. Bon, écoute, ça concerne un autre gauche. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De l'eau pour défendre des intérêts burkinabés, donner des leçons à Ibrahim Traoré, je vais déjà lutter contre l'impérialisme français au Burkina Faso, tu vois. Donc voilà, mais c'est trop bizarre, quoi. Les moves sont bizarres. Mais je connais pas assez. Le président, oui, bon, le président du Burkina Faso, lui, le président, oui, bon. Après, est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est à nous de dire, c'est pas le président, je veux dire la France. Voilà, il y a le truc, la France. C'est quoi ce switch ? Il parle du président, entre guillemets, du Burkina Faso, et tout de suite, est-ce que c'est à nous de lui dire la France ? Je sais même pas ce qu'il va dire, mais comment tu peux passer d'un coup d'État d'un président, d'un État entier qui a été court-circuité pour que le mec aille au pouvoir, par la force, hein. C'est pas un coup d'État dans les urnes ou un trucage dans les urnes ou quoi. Non. C'est des mecs qui ont pris des armes, qui ont éliminé des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ça s'appelle une junte. Juste pour répondre à ça, tout de suite, il dit la France. Mais arrêtez de cracher sur ce beau pays, purée, c'est bon, allez. On a tellement fait des coups d'État, on a tellement participé à la corruption des pays africains qu'on devrait bien fermer notre gueule avant de dire, il est pas président, il est dictateur. Qu'on ferme notre gueule, en fait. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'histoire du Burkina Faso, Sankara et tout. On ferme bien notre gueule avant de donner des leçons à Ibrahim Traoré, tu vois. Voilà, il y a le truc un peu en mode nous, on a participé à maintenir en place des dictateurs, à renverser des révolutionnaires et tout. Bon, je vais faire avancer parce que je suis d'accord avec lui. Dans le fond, la France a fait beaucoup de conneries en Afrique. La Libye,
c'est pas un alibi, hein, la Libye, le pays Libye, en 2 mots. Donc il y a eu beaucoup de conneries qui ont été faites là-bas, rien que la colonisation aussi, tout ça. Mais c'est pas le sujet. Je suis d'accord avec lui. C'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Et tout de suite faire un switch en disant ah ouais, le Burkina Faso, la France. Vas-y. Y a-t-il eu un vote? Mais en fait, dès qu'il y a des votes démocratiques, déjà, c'est pas parce qu'il y a un vote que l'élection est purement démocratique. Hein. Oui, mais vous voulez savoir vote, comment la France fait de l'ingérence, le financement, comment on met en avant des présidents. Quand il y a des candidats qui nous dérangent, on va créer des polémiques. Voilà, même votre truc du vote. Ouais. Et bon, Gaza, en 2005, il y a eu un vote. Hein, voilà. Oh non, purée. Et là, pour justifier que la France a fait de l'impérialisme, que la France est mauvaise, il parle du Burkina Faso en disant mais la France. Et là, pour justifier d'un vote démocratique, il cite Gaza, il cite la Palestine pour des votes démocratiques. Je sais même pas si je vais commenter ça, c'est bon. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il a été accepté. Hein. Et puis bon, Venezuela, il y a eu des votes, on a dit que la voix est posée, elle est calme, elle prend le temps de respirer. Voilà. Et également parce que je voulais prendre le temps. Par contre, moi j'adore cette mode des sourcils en blond. Bon, là, on s'en fout. Vous va bizarre que je fasse ça. La dernière vidéo a pu heurter, choquer les gens, essentiellement parce que mon propos était ni nuancé, ni précis, ni sourcé, et surtout. Et franchement, félicitations à elle, franchement, elle est calme, elle revient. La sauce qu'elle s'est pris, mais bon, pour l'instant. Il manquait de recherche. Et je comprends totalement que cette vidéo ait blessé des gens. Totalement. Tu devrais faire Je m'en fous. aussi sensible. Et pas seulement. En fait, dès qu'elle parle, je vais avancer parce que. En fait, il y a différents types d'esclavagisme selon les espaces, selon le temps et l'espace. Donc, c'est pas l'esclavagisme en lui-même n'est pas une période. Il n'y a pas même un esclavage. En fait, il y a le principe commun de. Forme de. Que autant de oui, voilà, c'est pour ça les historiens parlent des esclavages. personnes soient touchées. Parce que également la gravité. Qu'on disait, oui, je comprends que certains aient vu là-dedans la tendance à relativiser les horreurs qu'il y a eu dans les esclavages musulmans. Elle revient dessus, voilà, fin de l'histoire. C'est vraiment pas le message que je voulais transmettre. Ok, c'est pas le message, ok. Dis des bêtises, parfois, c'est pas grave. Ça m'énerve. Genre, moi, le truc que je déteste, c'est le truc de il faut être parfait, il faut être. Non. Voilà, il y a des gens qui sont sincèrement antiracistes, féministes et tout. Parfois, ils vont dire une connerie. Parfois, ils vont dire une bêtise. Parfois, ils vont dire un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Ça ne fait pas d'eux, fondamentalement, des gens méchants, racistes ou quoi. C'est bon, faut doser, les gars. Faut doser. Oh. On peut parler d'esclavagisme. Elle répondait en minimisant l'esclavage. Sauf que, dans les propos, dans les faits, tu comprends que ça relativise un petit peu en mode. Ça, les excuses, voilà. Ça a pu sonner Plutôt pour valeur le fait. Plutôt qu'un 2 minutes et après dire, les gars, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo de 20 minutes super sympa. Oui, ça, non, je découvre la personne. Ah ouais, elle fait beaucoup de vidéos en plus. Non, mais Ça ils me sont fait tellement rire. que la seule propre du. Tu fais trop, aussi sur Twitch, tu te prends un mur en mode, ok, humilité, je vais peut-être aller lire un petit peu. Ok, je pense que je pense qu'on a fini le sujet, hein, parce que là, il va parler de la meuf et je pense que tout le monde s'en fout, moi le premier. Donc, on va s'arrêter là.